Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille une question qu'il est urgent de développer, c'est développer cette confiance dans le numérique, dans l'espace numérique, le cyber. Alors comment faire? Eh bien, il faut rendre cette culture de la cybersécurité et de la protection des données accessible à tous. Oui, mais comment? Eh bien, justement, ce sera le sujet que j'aborderai avec mon invité aujourd'hui. Ce sera la grande interview de Laurane Raimondo, qui est chercheur associé au Cléside, le Centre lyonnais d'études de sécurité internationale et de défense. Elle est également chargée d'enseignement à l'université Jean Moulin Lyon 3, entrepreneur et auteur. Et puis Smart Tech se refermera sur son grand rendez-vous Smart Space, qui sera dédié cette semaine à un tour d'horizon de l'actu spatiale. Mais tout de suite donc, on parle de protection cyber dans la grande interview. Mon invité dit être arrivé dans la cybersécurité par hasard. Alors après de nombreux voyages, une équivalence de bac et une licence d'histoire en poche, elle découvre le sujet de la protection des données sous l'angle de la protection des droits fondamentaux lors d'un stage d'études au sein d'une unité du Conseil de l'Europe. Rapidement, elle se spécialise comme DPO, c'est le responsable de la protection des données personnelles dans les organisations, et aussi sur les enjeux de sécurité et défense dans les relations internationales. Bonjour Laurane Raimondo, merci beaucoup d'être connectée avec nous. Est-ce que je suis dans le juste et le vrai si je dis que votre conviction, votre mantra, c'est de rendre la cybersécurité une culture grand public, accessible à tous et comme condition nécessaire pour instaurer la confiance? Absolument. Merci dans tous les cas pour votre invitation. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai un cheval de bataille qui est la diffusion de la culture numérique au grand public pour justement travailler autour de cette confiance, puisque nous ne pouvons absolument plus nous passer des outils numériques à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui va d'ailleurs croissant. Nous produisons de la donnée au quotidien. Et il faut absolument comprendre comment, pourquoi tout cela fonctionne, les tenants et aboutissants réellement, afin d'avoir les meilleurs usages possibles, bien entendu, et de pouvoir exercer bien évidemment ses droits à partir de cela. Alors vous rappelez que la cybersécurité ne peut pas fonctionner sans la protection des données personnelles. C'est une évidence, non ? C'est une évidence qui ne coule pas de source pour tout le monde. Alors il est vrai que j'ai eu l'avantage de découvrir, donc à travers une visite d'études et puis un contrat à l'unité de protection des données du Conseil de l'Europe, donc c'est vraiment sous l'angle de la protection des droits fondamentaux. C'est par là que j'ai mis effectivement le pied dans le cyber, puisque l'un peut se travailler sans l'autre, attention, et vice-versa. Néanmoins, ça me paraît fondamental, puisque nous développons aujourd'hui des outils extrêmement performants autour de l'intelligence artificielle, par exemple, qui se nourrissent de données. Néanmoins, tous les enjeux en termes de protection des personnes, des droits fondamentaux des personnes sont essentiels pour arriver à développer des outils qui les respectent et qui soient fondamentalement éthiques en vérité. On ne peut pas avancer dans la technologie sans omettre cela. Alors, vous êtes, je l'ai dit, chercheur associé au Cléside, donc le Centre lyonnais d'études de sécurité internationale et de défense. Vous dirigez des mémoires d'étudiants. Vous êtes aussi auteur de plusieurs publications. On en parlera juste après. Quels sont les sujets qui vous préoccupent actuellement ? Alors, le Cléside est un institut de recherche qui a été fondé en 1978 et dont les sujets de recherche sont les États, la guerre, la paix, les révolutions. Et aujourd'hui, le cyber est intrinsèque à tout cela. Donc, je dirige un grand nombre de mémoires, trop, me dit-on souvent, mais ça me tient à cœur, sur ces sujets cyber, justement, puisque je développe le cyber dans l'enseignement à l'université Lyon 3. On y met un pied absolument fort, puisque tous ces enjeux en termes de belligérance se retrouvent à travers cela. Ces questions sont évidemment essentielles pour construire, je dirais, un monde nouveau basé sur de la confiance, justement.
Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail peut-être. Donc, vous êtes auteur de cet ouvrage, La protection des données personnelles en 100 questions-réponses, hein, qui est paru chez Ellipse au début de l'année 2021. Ça s'adresse clairement à un public de non-spécialistes. D'ailleurs, c'est un peu une sorte d'avertissement qui est donné en introduction du livre. C'est difficile, cet exercice de vulgarisation sur la protection des données? Non, il est essentiel. Je me plais à dire que je ne suis, ce qui est le cas d'ailleurs, je ne suis pas une spécialiste comme peuvent l'être d'ailleurs de très grands experts en matière de protection des données, cybersécurité et autres sujets autour de ces thèmes. Mais ce que j'aime justement, c'est faire le pont entre ces spécialistes-là et le grand public, puisque en ayant dressé un mur entre ce grand public et l'univers technologique, puisque l'on pense que la protection des données est seulement l'objet de spécialistes, de techniciens, etc., relatifs à l'informatique, le grand public doit pouvoir s'en saisir pour comprendre que si ces données ne lui n'appartiennent pas, il a quand même des droits et des droits de maîtrise sur ces données. Donc ce n'était pas particulièrement difficile, c'était nécessaire puisqu'à l'époque où j'ai eu l'idée de cet ouvrage, il n'y avait encore vraiment pas grand-chose sur le sujet, alors que on a tout de même des scandales en matière de protection des données qui sont nés déjà depuis 2012, par exemple, avec celui de Medbase 200, qu'on a découvert aux États-Unis des listes de données de personnes qui étaient victimes de viols, qui avaient des problèmes érectiles ou d'alcoolisme, qui ont choqué une partie de l'opinion publique, et c'est ce qui a d'ailleurs provoqué l'ire, on va dire, du gouvernement américain par rapport à ces entreprises de data brokers. Personne ne savait ce qu'était un courtier en données. Aujourd'hui, l'information même est difficile à transmettre, à diffuser. Donc c'est une des premières choses que j'enseigne, c'est-à-dire est-ce que vous savez quelles données vous produisez en temps réel, où est-ce qu'elles vont en vérité, est-ce que vous savez que vous avez des droits de maîtrise sur ces données-là. Il fallait arriver à vulgariser en vérité ces éléments qui sont particulièrement bien cachés. Hein. Je rappelle que le sénateur qui les a auditionnés, Jerry Feller, a qualifié quand même les courtiers en données de pire que le programme de surveillance de la NSA. Chose qui n'était pas peu dire par rapport au scandale qu'ont été justement ces révélations de Snowden. Alors, il y a effectivement cette nécessité de vulgariser, de diffuser une culture cyber et de protection des données, mais la difficulté aussi, c'est de réussir véritablement à sensibiliser pour que derrière, il y ait un passage à l'acte sur cette protection, j'ai envie de dire. Sensibiliser, c'est peut-être là la partie la plus compliquée. Alors, vous démarrez avec une citation de Snowden qui dit qu'on peut peut-être se moquer du droit à la protection des données, mais finalement, qu'on le veuille ou non, on est forcément concerné. C'est comme si on disait qu'on se moquait du droit à la liberté d'expression. On oublie vraiment dans nos sociétés occidentales les libertés que on va dire nos grands-parents ont lutté pour justement ces libertés-là. C'est-à-dire que dans les années 70, lorsque le projet Safari a fuité dans la presse, vous avez eu un scandale monumental, une réaction de l'opinion publique française. Aujourd'hui, la même chose ne choque quasiment plus personne. Il y a une partie de mémoire qui est essentielle là-dedans pour arriver à cette sensibilisation. Aujourd'hui, sensibiliser, c'est effectivement particulièrement difficile. Commencer à parler de protection des données avec une personne qui n'a pas déjà cette fibre-là, c'est compliqué. Vous vous faites jeter, on va dire, 9 fois sur 10, ce qui est mon cas aussi avec une partie de mon entourage. Comment est-ce qu'on arrive à approcher ces personnes? Eh bien souvent, c'est avec l'angle, malheureusement, du porte-monnaie. C'est-à-dire, est-ce que vous savez que vos données ont une valeur financière? Il y a ce premier élément. Et ensuite, est-ce que vous savez quels risques financiers, en deçà bien sûr de d'autres risques beaucoup plus importants, mais qui touchent moins nos populations qui sont persuadées d'avoir des libertés complètement acquises, les risques que vous courez à ne pas protéger vos données et même à dire d'ailleurs je n'ai rien à cacher. C'est pas grave, ils savent tout. Je n'ai rien à cacher,
Donc, c'est pas grave. Voilà, on en reste là-dessus, mais ce n'est pas tant le fait de se dire que je n'ai rien à cacher, déjà nous avons tous une intimité à protéger, que finalement se dire qu'il y a un effort à faire pour comprendre ça. Un effort pour comprendre les véritables enjeux, les véritables risques et menaces, faisons bien la différence, qui pèsent sur les données. Alors, je trouve intéressante la façon dont vous abordez le sujet. La première question que vous posez dans le livre, c'est qui crée les données ? Et ça, j'ai trouvé que c'était assez original parce que ça permet de comprendre qu'on est sans cesse en train de créer des données nous-mêmes et tout notre environnement. Ça permet de prendre la mesure des enjeux. Mais alors, vous dites qu'il faut travailler à limiter justement ces traitements de données. Est-ce qu'on peut véritablement les limiter aujourd'hui ? Il y a deux façons de créer de la donnée. Il y a la façon inconsciente, involontaire, obligatoire, qui est celle où, au moment de votre conception, on va dire, rien qu'avec un suivi de grossesse, il y a la création de données qui vont concerner l'enfant à naître. Et à partir de là, vous allez avoir une vie entière basée sur des données, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aujourd'hui non plus de cyberespace, hein, mais directement de datasphère. Des données que vous allez théoriquement maîtriser, mais que vous allez produire malgré vous. L'administration, par exemple, traite vos données, vous n'avez pas le choix. Par contre, aujourd'hui, elle a tout de même, aujourd'hui même un petit peu avant, soyons quand même clairs, des obligations en termes de sécurité, de notification, etc. Et puis, il y a les données que l'on crée volontairement en s'inscrivant sur des sites particuliers, sur les réseaux sociaux. On produit soi-même de la donnée. Donc là, à l'instant même, nos smartphones, même si on ne les touche pas, produisent des données. On n'en a quasiment pas conscience, mais ça reste de la donnée volontaire. Donc effectivement, l'idée par rapport aux risques et menaces qui pèsent dans l'espace cyber, il faudrait limiter cette création de données permanente. Comment est-ce qu'on la limite ? En réduisant les applications, en supprimant les applications que l'on n'utilise pas, en essayant de garder un petit peu son autonomie, c'est-à-dire l'utilisation, par exemple, des assistants vocaux, c'est quelque chose pour moi d'assez risqué. Donc je préfère me passer d'assistant vocal et d'avoir une véritable assistante plutôt que de créer ce type de données. Pourquoi ? Parce que lorsque vous créez de la donnée, même volontairement, qu'elle est traitée quelque part, le risque de violation, déjà d'utilisation non consentie, bon là, mais là on sort du cadre légal, et lorsque vous avez une violation de données chez quelqu'un qui traite vos données, même avec votre consentement, eh bien les conséquences deviennent tout de suite beaucoup plus importantes. Alors vous abordez évidemment plein de points, notamment aussi comment on peut protéger une personne vulnérable, une personne âgée, comment adresser ces sujets vraiment auprès de tous les publics. Il y a un chapitre aussi important sur les lois, les recours. Mais alors tout ça, ça change très vite quand même la législation autour de la protection des données. C'est une des particularités. Quand je vais chez des clients, certains me disent « oui, mais regardez, quelqu'un nous a dit qu'on était conforme, on a le petit tampon en bas de la fiche ». Alors, ce type de proposition, en général, il faut les fuir à vitesse grand V. On ne peut pas être conforme en permanence à la législation en matière de protection des données, justement parce qu'elle est particulièrement mouvante, dynamique. Les choses bougent alors à la fois en matière législative, mais aussi en matière technologique. Donc, ces évolutions-là, il faut arriver à avoir déjà une sensibilité initiale, une sensibilisation justement, de la formation pour ceux qui manipulent des données aussi, pour pouvoir s'adapter en permanence. Finalement, pour en revenir à la législation, par rapport au RGPD en tant que tel, soyons clairs aussi, ce n'est pas la seule législation qui existe en la matière. L'objectif, ce n'est pas la conformité à 100%, justement, c'est le chemin. Ce sont les démarches que l'on fait pour aller vers la conformité. Ce sont des démarches, donc une attitude globale de protection des données
que l'on doit avoir. Et alors, vous vous adressez aussi à le monde professionnel, puisque vous avez créé votre entreprise LR Conseil et Stratégie, où là, vous proposez finalement des prestations de responsables des protections des données, donc de DPO, externalisées, en l'occurrence pour des établissements médico-sociaux. Ce sont des établissements qui sont particulièrement sensibles, puisqu'ils traitent de la donnée de santé. Tout à fait. Alors, je ne l'avais pas choisi au départ, mais finalement le médico-social semble m'aimer, pourquoi pas. Mais ils ont effectivement cette particularité de traiter donc des données sensibles de personnes vulnérables en grande quantité, mais pour beaucoup ce sont justement des associations, donc avec des fonds limités et très peu de budget à mettre dans la protection des données. Donc, ma première approche, en général, c'est évidemment de faire un audit. Donc, où est-ce que vous en êtes à l'instant T? La réponse globale, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de conforme, mais je ne les laisse pas comme ça. J'intègre toujours une sensibilisation initiale pour comment ils partent avec quelque chose, que je travaille avec eux ou pas par la suite. Il est vrai que souvent je deviens leur DPO externalisé, mais pour conduire un travail avec des personnes en interne. Mais cette sensibilité de la donnée, déjà, il faut arriver à leur en faire prendre conscience et il faut aussi arriver à faire prendre conscience à leurs financeurs qu'ils ont besoin de moyens. Je rappelle que ça, par contre, c'est écrit noir sur blanc dans le RGPD. Il faut donner les moyens nécessaires aux DPO, aux organisations pour mettre leur sécurité à niveau et s'adapter le plus possible à la conformité exigée par rapport aux données qui sont traitées. Quels sont aujourd'hui les sujets d'actualité qui vous préoccupent? Je vous ai posé la question en introduction, on peut peut-être rentrer un peu plus dans le détail. On parle beaucoup de nouveaux outils de reconnaissance faciale qui d'ailleurs se diffusent sur des applications très grand public via les réseaux sociaux. On a les drones qui arrivent, le développement de l'intelligence artificielle avec la Commission européenne justement qui appelle à un moratoire. Est-ce que les préoccupations de cyberprotection vous semblent aujourd'hui prises en compte suffisamment, au bon niveau? Quels sont aujourd'hui vos sujets d'inquiétude? Ma véritable inquiétude, c'est pas tant ce qui se passe à l'étranger, puisque aux États-Unis, en Asie, vous avez le développement massif de ce type de technologie. Israël aussi, qui est à la pointe. Vous l'avez vu par exemple avec le groupe NSO et son fameux logiciel Pegasus, que ce que l'on ne fait pas en Europe. Nous avons un problème, une difficulté à nous fédérer autour de la sécurité numérique. Nous devons créer quelque chose de solide, de concret, de résilient et d'une grande puissance face à ce qui se fait justement à l'étranger. Néanmoins, il y a une particularité en Europe qui est celle de produire du droit. C'est vraiment dû à notre histoire. Et il faut arriver à trouver très rapidement un consensus par rapport à ce que l'on peut, ce que l'on doit développer et la manière dont on va les utiliser. L'exemple des drones, justement, et des intelligences artificielles embarquées est assez criant. Vous avez une décision début 2020 donc, du Conseil constitutionnel, il me semble, qui a cloué au sol les drones qui faisaient de la surveillance par rapport aux personnes en extérieur pendant la période de confinement. Ça a été déclaré disproportionné et effectivement ça l'était. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que l'on développe ces outils et avec quelles données aussi, puisque les intelligences artificielles ont besoin d'une masse de données incroyable pour se développer et comment est-ce qu'on les utilise. Mais je crois qu'il y a des erreurs qui sont en train d'être commises où on vient piétiner de plus en plus les droits fondamentaux des personnes avec des mesures plus ou moins liberticides pour plus de sécurité. Or, c'est là que le bas blesse. Est-ce que vraiment moins de liberté pour plus de sécurité, c'est compatible, entendable ou pas? Est-ce que c'est le sens de votre intervention dans le rapport pour un usage responsable et acceptable par la société des technologies de sécurité, un rapport qui a été remis au Premier ministre par Jean-Michel Mis, député de la 2e circonscription de la Loire? C'est dans ce sens que vous allez? Attention à ces nouveaux outils de surveillance pour la sécurité?
Alors, nous avons besoin de développer ces outils, ne serait-ce que pour comprendre ce que fait l'étranger, ne serait-ce que pour avoir nos propres outils en termes de souveraineté, ça reste fondamental, mais c'est encore une fois l'histoire de l'utilisation. C'est-à-dire que vous avez une évolution de la menace, vous avez de plus en plus de groupuscules violents et une mise en danger de nos forces de sécurité sur le terrain, par exemple, qui nécessiterait l'utilisation de drones, par exemple, pour repérer ces zones-là et pour faciliter le travail des forces de l'ordre. En termes militaires, c'est un petit peu la même chose. On ne peut plus vraiment se passer de ça. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire qu'on arrive à la toute fin. Je voulais juste avoir une réponse de type oui ou non. Je suis désolée, on n'a plus du tout le temps. Il y a effectivement toute la partie relations internationales que vous traitez en tant que enseignante au sein de Jean Moulin Lyon 3. Je rappelle aussi que vous avez été célébrée à l'occasion du trophée CEF6 de la femme chercheur cyber de l'année et on vous en félicite. Merci beaucoup de nous avoir accepté, connecté ce matin avec nous pour cette grande interview. Laurane Raymondo, donc je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre lyonnais d'études de sécurité informatique et de défense. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste après, c'est Smart Space. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Vous le savez, sur ce plateau, toutes les semaines, on fait le point sur une thématique du secteur spatial avec nos invités en plateau. Et puis, tous les mois, désormais, on va faire le point sur l'actualité en général de ce secteur. Avec nous, pour en parler, Mathieu Luineau, consultant senior en stratégie chez PwC Space Practice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Et puis, avec nous également, pour la première fois et à distance, Marie-Ange Sanguy, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors on a beaucoup de choses à commenter ensemble aujourd'hui. L'actualité la plus chaude, c'est l'accord franco-italien conclu vendredi dernier. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire et son homologue italien ont conclu un accord bilatéral pour favoriser le développement de lanceurs européens. Mathieu, est-ce que ça veut dire que le site de Vernon va bénéficier de cet accord? Alors normalement, effectivement, dans l'accord qui a été signé, le site de Vernon va notamment produire les turbopompes donc pour les différents lanceurs européens. Donc c'est un peu un gage qui est une contrepartie finalement au déplacement. C'est une compensation en fait, au déplacement en Allemagne. Déplacement, voilà, exactement. Ouais, du site en Allemagne. Marie-Ange, qu'est-ce que ça représente cet accord franco-italien pour l'industrie précisément? Ouais, c'est-à-dire que c'est un petit peu le même que celui qui a été signé avec Berlin. On essaie de privilégier le lanceur européen. C'est-à-dire que pour tout lancement, aujourd'hui, on fait encore appel à beaucoup de lanceurs extérieurs. Et là, on dit il faut absolument, pour tous nos satellites, nos sondes, etc., privilégier l'Europe. Et donc, cet accord avec l'Italie, quelque part, met sur le papier ce que l'on demande. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu un accord déjà avec l'Allemagne il y a quelques mois. Aujourd'hui, un accord avec l'Italie. À chaque fois, ce sont des accords bilatéraux. On pourrait se demander pourquoi on ne fait pas un accord global, finalement, entre ces trois pays. Mais est-ce que ça veut dire que la France essaie de trouver une position comme ça de médiateur du secteur spatial en Europe? Moi, je pense qu'avec ce type d'accords bilatéraux, la France essaie de continuer à s'affirmer comme le leader européen dans le spatial, multipliant les accords bilatéraux comme on l'a dit, et notamment dans un contexte où l'Allemagne pendant un temps a fait cavalier seul, ce qui a pu effrayer un petit peu les autres acteurs européens dans le domaine. C'est une véritable prise d'initiative quand même de la part de la France. C'est assez encourageant peut-être pour le secteur, tout l'écosystème qui est derrière et qui voit pousser ce genre d'initiative. Oui, je pense que c'est un signe assez positif et encourageant pour l'industrie qui fait écho notamment aux initiatives France 2030. On poursuit avec notre prochaine actualité. On en a beaucoup à traiter aujourd'hui et on va parler bien du report du lancement du télescope James Webb, le plus grand télescope jamais réalisé à destination de l'espace, ne décollera pas le 18 décembre prochain comme initialement prévu, mais au plus tôt le 22 décembre prochain. Pourquoi, Marie-Ange, un tel report ? Alors tout simplement, lors de l'installation et de la préparation finale,
il y a eu un petit clamp, une petite attache qui s'est défaite inopinément. Voilà, il y a eu un petit bug, on va dire, et ça a fait vibrer le télescope. Et vous comprenez bien qu'un tel bébé, qui est quand même à 10 milliards de dollars, qui est un très gros engin, on ne pourra pas aller le réparer quand il sera envoyé. On ne peut rien faire. C'est pas comme Hubble où on a pu aller faire des missions de réparation. Là, on ne pourra rien faire. Donc, avant de le lancer, on l'a revérifié. Il a un peu vibré. On revérifie que tout est bon. A priori, la NASA a fait passer un communiqué comme quoi on était plutôt quasi sur le 22. On est au plus tôt, mais on est bien parti pour le 22. Mathieu, qui est responsable qu'est-ce qui s'est passé, cette erreur-là? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Est-ce qu'on met en cause quelqu'un plutôt que, par exemple, Arianespace? Bon, alors c'est Arianespace qui était en charge de l'intégration finale. Maintenant, il y a une enquête qui a été diligentée pour voir un peu qui est responsable. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus accabler Arianespace là-dessus. Bon, ce sont des opérations qui sont extrêmement complexes. Donc, bon, l'enquête... Il n'y a pas de risque que ça nuise à la crédibilité d'Arianespace? C'est toujours une tâche, effectivement, sur la crédibilité d'Arianespace. Maintenant, bon, James Webb, c'est toute une saga de déconvenus et de reports. Donc, bon, encore une fois, je pense qu'il faut pas trop accabler l'acteur européen là-dessus. Vous êtes d'accord, Marie-Ange, sur cette approche? Oui, tout à fait. Arianespace est un très grand professionnel. On peut avoir, voilà, les petites choses. N'oublions pas que ce télescope a quand même un très grand report. Hein, c'est pas nouveau. Ça fait 15 ans qu'on a la saga du James Webb Space Telescope. On arrive quand même au bout. Là, on est à quelques semaines du décollage. Ça n'est pas 4 jours qui vont changer grand-chose. Alors, autre sujet, la mission DART, c'est celle que l'on compare à Armageddon, tant le scénario semble romanesque, hein, c'est assez impressionnant. Il s'agit d'une mission de la NASA qui a pour objet de dévier un astéroïde de la trajectoire de la Terre, sauf qu'en réalité, cet astéroïde, il n'est pas du tout en chemin vers nous, n'est-ce pas, Mathieu? Non, alors c'est vraiment un moyen pour nous de tester notre compréhension des moyens de détourner des astéroïdes à l'avenir. L'objectif, c'est d'envoyer donc DART sur Dimorphos, qui est un astéroïde qui est en fait une sorte de lune autour d'un autre astéroïde, Didymos. L'envoyer, un satellite qui fait une masse de 500 kg, et l'envoyer à la vitesse de 22 000 km/h pour essayer justement, comme ça a été dit, d'en dévier quelque peu la trajectoire et notamment le temps de révolution, donc le temps que Dimorphos met pour faire le tour de Didymos et ensuite pouvoir affiner nos modèles de simulation numérique sur d'autres types d'astéroïdes à l'avenir. Donc il y a un vrai intérêt scientifique là-dessus et on va en étudier les données sur les prochaines années puisqu'il y a une prochaine mission de l'ESA qui sera envoyée, la mission HERA, qui sera là pour vraiment récolter encore plus de données sur quel a été l'impact effectif de cette mission DART. Donc on envoie une première mission pour dévier et la mission HERA va aller observer cette déviation, c'est ça? C'est ça. Alors en réalité, on envoie aussi avec DART, il y a un petit CubeSat italien, l'ICIA-Cube, qui va se détacher une dizaine de jours avant l'impact pour faire des premières observations, pour avoir des retours de données très rapides. Et cette deuxième mission HERA viendra dans quelques années. Je crois que le départ est prévu pour 2023 pour avoir des données beaucoup plus exhaustives et fiables. Marie-Ange, c'est quand même une méthode pas commune d'utiliser une navette bélier, si j'ose dire, pour une mission suicide en direction d'un astéroïde. Toutes les missions qui ont été proposées étaient elles aussi pas communes. Enfin, il n'y a pas d'autre façon plus simple de dévier un astéroïde, quoi. Pour l'instant, vous savez, le scénario à l'Armageddon, je ne pense pas qu'on puisse tester ce genre de choses. Ça n'est pas, c'est du film. Voilà, c'est du film. Là, on essaye une solution qui peut être la bonne parce que si vous allez chercher un astéroïde et là, en l'occurrence, la lune de l'astéroïde qu'on va à peine déplacer en fait sur son orbite, hein, on va faire un petit test. Quand on va le chercher loin, des fois de le faire bouger d'à peine un demi-degré ou 1 degré à une certaine distance fait qu'il va s'éloigner de la Terre automatiquement. C'est-à-dire c'est un peu comme un cône. À partir du moment où on va le déplacer un tout petit peu au départ, il va passer à côté. Et c'est ça qu'on est en train de chercher avec DART, c'est apprendre. C'est vraiment une mission d'apprentissage, de connaissance.
Et si tout fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on aura les retours après avec Hera aussi, de cette mission de suicide, si tout a bien fonctionné, on va affiner la chose et continuer de notre travail pour nous protéger des astéroïdes tueurs. Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que dans les prochaines années, on a un risque de collision ? Parce qu'il y a une liste rouge donnée par plusieurs agences, l'agence américaine, l'agence européenne a sa propre liste, et on ne voit pas d'astéroïdes menaçant la Terre arriver dans les prochaines années. Alors, a priori, pas de risque dans le siècle. Ok. Donc ensuite, ça nous permet encore une fois de nous préparer court, à l'avenir. Voilà, un siècle, c'est court à l'échelle humaine, donc il faut se préparer à l'avenir et encore une fois, affiner nos modèles pour mieux comprendre comment réagir le temps venu et préparer d'autres missions éventuellement. Alors on enchaîne avec le missile anti-satellite envoyé par la Russie pour détruire son propre satellite, le satellite Cosmos. Irresponsable, c'est le mot utilisé par Philippe Baptiste, le président du CNES, qui était en sur le plateau de Smart Space la semaine dernière, mais aussi par Florence Parly le jour de l'incident. Alors on a appelé Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, pour avoir une réaction sur l'envoi de ces de ces missiles anti-satellites. Écoutez. La réaction du ministère des Armées et de la France, c'est une condamnation extrêmement ferme de ce tir mené par les Russes contre un de leurs satellites. C'est une manœuvre irresponsable, une manœuvre dangereuse. Le tir contre ce satellite génère des débris, beaucoup de débris, des centaines de débris, et cette multitude de débris peut obérer la capacité des satellites à bien fonctionner. C'est donc une condamnation extrêmement ferme de cette attitude russe et de ce tir anti-satellite totalement irresponsable, dangereux. La France n'a pas été prévenue par les Russes de cet essai, néanmoins ce n'était pas une surprise pour nous, puisque nous savions que les Russes avaient déjà procédé à plusieurs tentatives pour essayer de détruire un de leurs satellites. Ce que nous constatons au ministère des Armées, c'est que cette attitude russe, elle va à l'encontre d'une résolution des Nations Unies qui date de décembre 2020, qui prohibe la fabrication de débris dans l'espace. C'est une résolution qui avait été votée par 150 pays. Évidemment, la Russie n'en était pas signataire, mais clairement, en faisant cela, la Russie se met en marge de toutes les bonnes pratiques, de toutes les bonnes conduites que la communauté internationale veut faire prévaloir dans l'espace. Est-ce qu'on a, nous aussi, un missile anti-satellite ? La France est résolument engagée contre la fabrication de débris dans l'espace, et donc non, la France ne dispose pas de moyens pour désagréger des satellites. Nous travaillons, il est vrai, sur des lasers de puissance, mais qui sont là pour éblouir les satellites, pour les gêner dans leur fonctionnement, au cas où un satellite ennemi viendrait s'approcher d'un peu trop près de nos satellites. Ça n'est en rien comparable des missiles cinétiques dont nous parlons aujourd'hui avec la Russie et il y a quelques années avec d'autres pays, par exemple la Chine en 2016. Mathieu Luneau. Oui, mais c'est vrai que c'est une vraie démonstration de force de la Russie. Elle démontre qu'elle a, comme ça a été dit, la Chine, l'Inde ou les États-Unis, la capacité comme ça de détruire des satellites en orbite. C'est une vraie prouesse technologique, puisqu'il faut prendre en compte la vitesse des satellites, leur altitude, dans un contexte aussi où le programme spatial russe est un peu en perte de vitesse. Donc c'est aussi une réaffirmation par le militaire de la puissance spatiale russe et évidemment un grand danger, comme ça a été dit, pour la génération de débris, la pollution des orbites et notamment l'orbite basse. Marie-Ange, est-ce qu'on a pu finalement mesurer le danger qu'a représenté ce tir pour la Station spatiale internationale qui a été obligée de manœuvrer, il y a eu des mesures d'urgence à l'intérieur de la station. Alors, on a manœuvré, on a surtout demandé aux astronautes et cosmonautes de se mettre en sécurité, c'est-à-dire qu'on a fermé un certain nombre de cloisons, un peu comme dans un sous-marin, on a fait un peu de la fermeture de cloisons étanches. Ils ont dormi pendant quelques heures, ils se sont mis à certains endroits éloignés au cas où. Mais le danger n'était pas, très présent. C'est-à-dire qu'on était dans une distance à peu près à 100 km de la station. Alors, ça peut paraître loin et proche à la fois. C'est-à-dire que 100 km, c'est pas très loin, mais d'un autre côté, ça n'était pas sur la station. Il ne risquait pas directement quelque chose. En revanche, il est vrai que tous ces débris qui maintenant se baladent peuvent être préjudiciables pour d'autres satellites. Il y a aussi la station spatiale chinoise. Donc, ça n'est jamais bon. Mais
comme on l'a dit, c'est une démonstration de force, c'est de la géopolitique. On a vu la une de Libération, c'est un concours de force entre qui aura le meilleur satellite, raconté peut-être un peu mieux par le titre de Libération, mais c'est vraiment ça en fait, c'est montrer qu'on est capable de le faire, mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Je veux dire, la Chine, les États-Unis l'ont fait avant eux, l'Inde aussi. Pourquoi aujourd'hui on décrit cette manœuvre? Elle est décriée parce qu'elle est dangereuse pour toute la communauté internationale, enfin, pour toute opération aujourd'hui en orbite. Elle est dangereuse à la fois donc, pour le vol spatial habité, et puis il y a ce risque d'effet du syndrome Kessler, qui est la multiplication des accidents et qui viendrait polluer l'orbite. Donc c'est pour ça que c'est décrié. Ça pose vraiment un problème pour l'ensemble des capacités spatiales en orbite aujourd'hui, dans un contexte où, si vous voulez, il y a une sorte de flou juridique, parce que cette opération-là, elle n'est pas vraiment interdite dans les traités internationaux, puisque le missile est parti du sol, donc on ne parle pas à proprement parler de militarisation de l'espace, mais pour autant on voit bien les difficultés que ça pose. On a parlé tout à l'heure de la résolution de 2020, et puis il y avait des recommandations, des directives qui avaient été formulées dès 2010 par le Bureau des Nations Unies qui s'occupe de ces sujets-là. Alors on va parler New Space, si vous voulez bien. On quitte la géopolitique, on parle New Space avec une actualité française d'abord, celle de la société Anywaves qui a obtenu un gros contrat avec l'acteur OHB. Je vous propose d'écouter rapidement Nicolas Capet, fondateur et dirigeant de la start-up principale concernée donc par cette actualité. Pour une start-up comme Anywaves, on va bientôt avoir nos 5 ans. C'est un succès absolument majeur, puisque là on rentre chez un grand prime du spatial, un prime traditionnel. Donc c'est une démonstration qu'on a réussi à les convaincre. Donc on a atteint une certaine maturité désormais, une maturité évidemment en termes d'innovation, mais également une maturité en termes d'industrialisation, puisque maintenant c'est le vrai enjeu pour nous qui avons innové, de devenir des industriels fournissant, équipant les constellations européennes. Mathieu, un contrat comme celui-là pour une start-up européenne, est-ce que c'est le signe que l'écosystème français a atteint suffisamment de maturité pour imposer sa crédibilité auprès de tels acteurs européens? Oui, moi j'en suis convaincu, surtout que c'est pas la première réussite dans l'année pour Anywaves. Ils avaient déjà remporté des contrats avec Airbus et Thales indirectement via Omnispace. Donc c'est une vraie réussite pour le spatial français et puis pour Anywaves évidemment. Donc c'est effectivement, ça renforce notre crédibilité, c'est une très bonne chose. Marie-Ange, il y a de plus en plus de start-up comme ça qui éclosent et qui vont travailler avec ces grands acteurs, ces acteurs historiques du secteur spatial. Qu'est-ce que ça dit du monde spatial de demain ? Je trouve que c'est très bien parce que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de très gros fournisseurs. Attention, je ne dis pas que ces gros fournisseurs ne sont pas bien, que ce soit Thales Alenia Space ou Airbus Space. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils se tournent vers des petits sous-traitants comme Anywaves qui ont des compétences et que l'on se tourne vers nos compétences européennes et françaises. C'est une très très bonne chose parce que si on peut éviter que toutes nos compétences et notre savoir-faire se sauvent à l'étranger, c'est quand même très bien parce qu'on en perd beaucoup, on en a perdu beaucoup pendant des années. Et aujourd'hui, l'Europe et particulièrement la France s'intéresse au New Space. Il y a pas mal de startups qui sont sur le New Space, qui se développent et qui commencent à avoir de gros contrats. Et ça, c'est très très important pour notre savoir-faire français. Alors, autre actualité sur le New Space en un mot, Jeff Bezos a perdu le procès qu'il l'opposait à la NASA et indirectement finalement à son rival Elon Musk. Il accusait la NASA de favoritisme au sujet de la lunisseur qui a été choisi, celui de SpaceX et non celui de Blue Origin. Est-ce que ça veut dire que la place de Blue Origin dans le programme Artemis, c'est fini? Il n'aura jamais sa place dans le programme? Alors non, je ne pense pas, tout simplement parce que ce premier contrat, c'est un contrat qui concerne en fait 2 vols pour SpaceX et son adaptation du Starship. Un premier vol qui sera à blanc, habité, un vol d'essai, puis un vol habité. Et ensuite, la NASA a déjà annoncé qu'elle allait remettre un certain nombre de contrats dans le marché public
pour les vols suivants. Et donc, à ce moment-là, Blue Origin pourra essayer de se qualifier, même si évidemment, ça donne un certain avantage à SpaceX en l'occurrence. On termine avec le retour de Thomas Pesquet qui est rentré sur Terre le 9 novembre dernier. Un voyage éprouvant. Écoutez Laura-André Boyer, instructrice d'astronautes et notamment de Thomas Pesquet. Le corps humain, le corps, tout comme le corps d'un astronaute, quand il rentre sur Terre, il se retrouve confronté à la gravité terrestre, donc il doit se réadapter à la gravité terrestre. Donc le corps se réadapte, mais le corps est constitué de plusieurs systèmes qui vont pas se réadapter à la même vitesse ou de la même façon. On essaye d'anticiper et d'aider les astronautes pour se réadapter plus vite. Donc pour le système musculaire, par exemple, on leur fait faire beaucoup de sport à bord de la Station spatiale internationale, un minimum de 2h30 par jour, ce qui permet à nos astronautes de revenir et de tenir debout, comme on a vu Thomas apparaître debout et mobile, et apparemment en bonne forme. Par contre, il y a certains systèmes sur lesquels on ne peut pas trop anticiper, comme le système osseux ou le système cardiovasculaire, qui, eux, vont devoir se réadapter de façon quasi autonome et qui vont prendre un petit peu plus de temps. Et enfin, le système vestibulaire, l'oreille interne, qui va causer parfois des symptômes comme ceux du mal des transports ou certaines nausées. C'est très difficile de l'entraîner. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de poker, mais en tout cas, c'est le système qui a une réadaptation la plus aléatoire. Par contre, c'est une réadaptation rapide. Et l'avantage de Thomas, c'est qu'il a eu l'expérience d'une mission, donc aussi l'expérience d'un retour sur Terre, et il sait quoi faire, et surtout, il sait ne pas quoi faire. Donc, ça aide beaucoup à son retour. Marie-Ange, retour de Thomas Pesquet, mais c'est pas la fin de la mission pour lui. Ah non, c'est pas la fin de la mission Alpha. Il en a encore pour, on va dire peut-être une huitaine de jours, parce que ça fait déjà 15 jours qu'il est rentré, où il est cobaye, c'est-à-dire que quand les astronautes rentrent, d'ailleurs on a pu le voir, il a été tout de suite récupéré à sa descente quasiment et ramené en Europe, parce qu'on veut comparer, voir ce qui s'est fait sur son corps le plus vite possible, avoir nos propres données européennes, nos données médicales. Et donc, pendant 3 semaines à peu près, on continue les expériences sur lui, les prélèvements, comme on a fait avant son départ, comme il en a fait en haut, les prises de sang, on lui fait faire du sport pour toute la réadaptation. Et ensuite seulement, il aura quelques jours de congé. Et ensuite, il reprendra aussi des débriefings, etc. Donc, c'est pas tout à fait terminé. Merci beaucoup Marie-Ange Sangui, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Merci à vous Mathieu Luineau, consultant senior en stratégie chez PwC Space Practice. C'est la fin de cette séquence Smart Space, c'est la fin de Smart Tech. On se retrouve dès lundi sur Bismart. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.